presque près d'un an après le début de la crise sanitaire planétaire, dont vous connaissez désormais l'ampleur exceptionnelle. 2,4 millions de personnes décédées dans le monde, tous les pays touchés par par cette pandémie, plus de 100 millions de personnes malades. Ainsi que nous l'avions indiqué le 15 janvier 2021, l'apparition brutale des formes variantes du virus, qui sont très infectieuses, sont venues perturber les analyses et les stratégies que nous avions pu bâtir en raison du risque de la survenue de cette troisième vague de contamination. Le monde qui nous entoure s'est donc révélé bien plus vulnérable face au Covid que nous ne l'aurions cru il y a quelques mois. Et face à ce constat, nous devons faire le maximum pour éviter que les variants se répandent sur notre territoire. Et c'est vrai qu'ici même, avec le Président, au début mi-décembre, nous avions pensé que nous étions dans une phase durable d'allègement continu des mesures. Et ce n'a pas été le cas, compte tenu de cette situation mondiale. C'est pourquoi l'État et le pays ont décidé ensemble de renforcer la défense sanitaire de la Polynésie avec 3 objectifs. La première ligne de défense, parce qu'il faut parler de ligne de défense, je crois que c'est le terme qui convient. La première ligne de défense sanitaire est celle consistant à réduire au maximum les risques d'arrivée des variants. Et cela implique, parce que ce sont les hommes, les femmes qui transportent le virus, cela implique de réduire considérablement les possibilités de se rendre depuis n'importe quel point de la planète sur l'un de nos 5 archipels. C'est le sens de l'instauration des motifs impérieux, qui existait déjà chez nous, mais qu'on avait élargi. Ainsi, depuis le 3 février, les seules personnes justifiant d'une raison impérieuse sur les plans personnels, familial, de santé ou professionnel peuvent accéder à la Polynésie. Et j'ai donné, par-delà les contrôles faits par la police à Roissy, des instructions très claires à la police aux frontières d'Afaa pour que les contrôles soient rigoureux et systématiques. 2 étrangers sont refusés l'accès au territoire ont été refoulés, plusieurs verbalisations ont été dressées. Et l'idée appliquée est simple. Les déplacements sont en principe interdits en Polynésie, sauf cas de force majeure, dûment justifiée et accompagnée d'attestations et de preuves. Donc ça signifie que ce ne peut être que quelques personnes qui viennent ici sur notre territoire. La deuxième ligne de défense sanitaire est la quatorzaine, décidée par le pays. Depuis le mardi 9 février, les nouveaux arrivants doivent respecter une quatorzaine contrôlée, effectuée dans les hôtels choisis par le pays, ou à domicile à Tahiti, lorsque les logements remplissent des conditions sanitaires nécessaires. Et j'ai d'ores et déjà signé 98 décisions individuelles de mise en quarantaine sur proposition d'autorités de santé du pays. Et je tiens à saluer la bonne organisation qu'il y a, malgré c'est compliqué à mettre en œuvre, mais nous avons réussi, dans des délais très très courts, à mettre en œuvre, en coopération étroite, ces dispositifs. Donc tous les services de l'État sont mobilisés aussi pour s'assurer qu'à l'arrivée à l'aéroport, les personnes sont prises en charge et respectent immédiatement les conditions de leur quarantaine. Les Tavana seront informés au fur et à mesure par mes services des personnes qui sont isolées à leur domicile sur leur commune. Les forces de police municipales, la gendarmerie, la police nationale contrôleront régulièrement le respect de la quarantaine et les sanctions peuvent être très lourdes en cas de non-respect des arrêtés de placement. Je rappelle qu'il s'agit de contraventions de 4e classe qui peuvent aller jusqu'à 84 000 francs d'amende lorsqu'il s'agit d'une première infraction et en cas de récidive, l'amende bien sûr est augmentée. Il est nécessaire que les personnes comprennent bien que le maintien à domicile, ce n'est pas la liberté de faire n'importe quoi, au contraire. Et si certains voyageurs refusent d'accepter ces nouvelles conditions à leur arrivée sur le territoire, ils ne pourront tout simplement pas embarquer et être admis en Polynésie. D'ailleurs, nous sommes aussi en train de voir comment mieux prévenir les gens avant de partir pour qu'ils aient bien connaissance de tous ces dispositifs et de la situation qui sera la leur à l'arrivée. Alors au total, ces dispositifs ont fait chuter, bien sûr, et de manière importante, les déplacements de passagers à destination de la Polynésie. Et seuls les avions qui sont essentiels pour la vie du territoire et le retour de certaines personnes seront maintenus, et c'est bien le cas, c'est bien ce qu'ont les compagnies ont fait. Il s'agit par exemple des évacuations sanitaires qui doivent pouvoir se dérouler quand une vie est gravement et immédiatement menacée,
ou des techniciens dont la compétence est rare et spécifique et est indispensable pour réaliser un équipement d'importance vitale pour les populations. Il s'agit donc de mesures de protection à très haut niveau d'exigence et de contrainte. Là aussi, nous en sommes conscients avec le Président. Mais ces mesures étaient cependant nécessaires et urgentes pour mieux nous protéger, car nous avons pu découvrir en début de semaine qu'un voyageur arrivé avant la mise en œuvre du nouveau sas sanitaire avait été testé positif à une forme variante du Covid. Et ce qui est rassurant, c'est que le dispositif mis en place localement, c'est-à-dire de tester, d'isoler, a parfaitement fonctionné. Parce que bien sûr, on a découvert un cas de variant, et c'était le risque, mais il y a eu tout de suite cette identification. Alors qu'il s'agissait, d'après nos informations, d'une personne qui ne présentait pas de symptômes avérés. Donc le malade est actuellement confiné et rien n'indique à ce stade qu'il ait pu contaminer d'autres personnes. La troisième ligne de défense consiste à vacciner la population. La Polynésie française a une stratégie de vaccination ambitieuse qui a été affichée par le Président en la matière, parce que c'est le seul moyen raisonnable de sortir un jour de la crise, comme c'est le cas dans tous les pays. Nous avons plus de 20 000 doses, un peu plus de 22 000 doses de vaccins qui ont été livrées ce jour au pays. L'État a répondu à la hauteur des besoins de la première phase qui avait été projetée par le ministère de la Santé. Et le ministère de la Santé est en train d'augmenter ses capacités de vaccination. Et à ce jour, 40% des doses destinées à la première injection ont été utilisées. Nous faisons actuellement le nécessaire avec le Président, comme le Président l'indiquait, pour obtenir des livraisons régulières de la part du ministère de la Santé à Paris, pour parvenir à l'objectif que vous avez affiché de 80 000 personnes vaccinées en Polynésie au mois d'août prochain. Cela se fera par une montée en puissance progressive des livraisons de vaccins au cours des prochaines semaines et des prochains mois, compte tenu des capacités de production des laboratoires au niveau mondial. Par ailleurs, en Polynésie, où le tourisme représente presque 12% du PIB et près de 12 000 emplois, les nouvelles mesures sanitaires adoptées par l'État et le pays ont des conséquences immédiates et importantes sur la vie économique et sociale. La stratégie de l'État et du pays n'a pas varié et consiste à protéger avant tout la santé, mais aussi à soutenir l'activité, on a eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, grâce à l'ensemble des leviers disponibles. Je vais rappeler brièvement, parce que j'ai ici même fait une conférence de presse sur les dispositifs d'aide de l'État, mais je vais les rappeler brièvement, pour que ça soit bien clair. Il y a un premier axe du bouclier économique mis en place par l'État qui est le fonds de solidarité. Au moment où je vous parle, il y a plus de 8 milliards de francs d'aide qui ont été versés aux entreprises. Et ce cap de 8 milliards va être dépassé très très rapidement. Et la direction des finances publiques est pleinement mobilisée pour verser ces fonds aux chefs d'entreprise. Par ailleurs, il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été améliorés. Le fonds de solidarité a été étendu à toutes les entreprises et bénéficie aux commerces, restaurateurs ou encore aux activités touristiques. Et l'aide mensuelle, basée sur la perte de chiffre d'affaires, peut aller de 1,2 million de francs à 24 millions de francs. Et cette année marque aussi un autre élargissement significatif. Les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse les 120 millions de francs par mois pourront bénéficier d'une prise en charge de leurs coûts fixes jusqu'à 70% dans le cadre d'un plafond de 358 millions de francs. Donc ce sont des aides significatives qui aujourd'hui sont pleinement en vigueur. La semaine dernière, quand j'ai tenu ma conférence de presse, on attendait un certain nombre de précisions. Aujourd'hui, ces dispositifs sont applicables. Et bien sûr, il y a aussi les prêts garantis par l'État, qui sont le deuxième axe du bouclier économique financé par l'État. Là aussi, 52 milliards de francs de prêts garantis par l'État. Cela représente 8 points de la richesse annuelle produite en Polynésie. Je viens donc de vous exposer cette situation à laquelle nous sommes confrontés vis-à-vis de l'extérieur et les conséquences que cela avait pour nous, en complément de ce que vient d'indiquer le président Edouard Fritsch, pour nous permettre de nous prémunir donc de l'introduction de ces variants du Covid, tout en protégeant l'économie. Et il convient maintenant aujourd'hui de porter un regard attentif, réaliste, sur la situation sanitaire en Polynésie. Nous avons donc pris un certain nombre de mesures avec le pays fortes dès septembre et octobre 2020 qui ont rapidement enrayé, vous le disiez, Monsieur le Président, la progression de l'épidémie. Et nous étions engagés
avec le président aussi, à faire le point, à réévaluer les restrictions si l'amélioration de la situation se confirmait après les fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, les efforts réalisés depuis de longs mois par la population sont incontestablement couronnés de succès. Très rapidement, je vais retenir juste quelques chiffres. Monsieur le Président, vous les avez cités, mais je voudrais juste en retenir quelques-uns. Nous étions proches, en effet, d'un taux d'incidence de 1000 pour 100 000 habitants, ce qui était considérable. Et aujourd'hui, nous sommes tombés à 38 pour 100 000. Et je rappelle que le seuil d'alerte en matière sanitaire, reconnu au niveau international, c'est à 50 pour 100 000. Donc nous sommes en dessous de ce seuil d'alerte. Par ailleurs, le nombre de contaminations quotidiennes est depuis plusieurs jours inférieur à 50. Et le nombre de cas actifs est à 78, donc contre plus de 2000 entre fin octobre et début novembre. À l'hôpital, et c'est une bonne chose, la réserve sanitaire nationale, qui était venue renforcer les effectifs de l'hôpital, s'apprête à quitter le service de réanimation qu'elle renforçait depuis près de 3 mois. Il y a 6 personnes en réanimation, c'est toujours trop, bien sûr. Et les personnes hospitalisées pour cause de Covid sont donc au nombre de 16 aujourd'hui. Pour le dire simplement, ce sont des nouvelles très encourageantes pour nous, qui viennent conforter et valider la pertinence et l'efficacité des décisions qui avaient pu être adoptées en Polynésie par l'État et le pays, et qui ont toujours tenu à concilier le choix de la contrainte avec celui de la confiance. Et je tiens à cet égard à remercier à nouveau les Polynésiens, très sincèrement, pour leur comportement responsable. Ils ont contribué à sauver la vie des plus vulnérables et permis de préserver notre système de santé de la saturation, comme c'est le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup de systèmes de santé nationaux qui sont débordés. Je veux également à nouveau dire ma reconnaissance aux Tavana, qui ont su se mobiliser, nous aider à sensibiliser les populations. Mais je vous l'ai dit aussi, dresser le bilan aujourd'hui doit conduire à rester lucide et raisonnable, et à ne pas pécher par excès de confiance. Malgré les améliorations, le virus est toujours là. Et il y a des Polynésiens qui meurent encore du Covid. Il y a encore 2 personnes qui sont décédées cette semaine. Ainsi, malgré toutes les précautions qui sont désormais prises à l'arrivée des voyageurs, les mesures prises, les risques d'une recontamination demeurent encore importants. On ne peut pas totalement l'exclure. Et la découverte d'un cas de variant britannique en début de semaine doit nous maintenir en alerte. Donc, nous allons donc maintenir en Polynésie des mesures administratives restrictives pour limiter les risques de transmission. Je vous en rappelle les grandes lignes. Les rassemblements de plus de 6 personnes dans les espaces publics et les événements festifs vont demeurer interdits. Et j'ai d'ailleurs donné des consignes fermes aux forces de l'ordre de fermeté pour faire respecter ces mesures. Le port du masque dans les centres-villes, les transports et les établissements recevant du public s'imposera toujours. Le fonctionnement des restaurants sera toujours strictement réglementé et les édifices du culte seront toujours soumis à une limitation de leur capacité d'accueil. Les activités comme les bingos, combats de coqs, vide-greniers et compétitions sportives avec public seront également toujours interdites. En revanche, au terme d'un important travail préparatoire de nos services, en lien avec les représentants des professions et les associations, nous avons estimé avec le président Edouard Fritsch que certains aménagements pouvaient désormais être raisonnablement envisagés dans les mesures sanitaires à compter du 15 février 2021 et pour une durée d'1 mois. Ces allègements sont conditionnés à une double exigence. D'une part, la responsabilité des organisateurs concernés quant au strict respect des protocoles sanitaires. Mais ça va de soi. Je le disais tout à l'heure, c'est une question de confiance et dans la responsabilité individuelle. Et d'autre part aussi, bien sûr, la réversibilité à tout moment de ces mesures en cas de dégradation de la situation. S'il y avait le moindre doute, nous reviendrons en arrière. Alors, la première évolution, parce que vous attendez ces nouvelles, la première évolution concerne les équipements sportifs couverts, publics et privés, qui seront donc autorisés à rouvrir pour reprendre leur activité de manière strictement encadrée et progressive. Donc, et cette mesure, nous l'avons décidée après avoir longuement consulté, notamment en accord avec les Tavana, qui avaient été unanimes sur ce point. Il s'agit en particulier de permettre à la population, et notamment aux plus jeunes, de retrouver le plaisir mérité
de s'entraîner, de jouer, de canaliser son énergie. Il y a une forte demande, un fort besoin en la matière. Alors plus précisément, ces mesures vont concerner les salles de sport, les gymnases, les salles municipales et du pays dédiées à l'activité physique. Cette reprise est donc conditionnée à la mise en œuvre et à la stricte application de recommandations sanitaires exigeantes, adaptées à chaque pratique sportive et susceptibles d'évoluer dans le temps. Ces recommandations ont donc fait l'objet d'un travail en amont, dans la perspective de la reprise de ce secteur, et sont le fruit d'un travail collaboratif entre les services donc de l'État, du pays, des représentants des salles de sport et des fédérations sportives. Elles visent donc à permettre une reprise progressive et raisonnée, tout en garantissant la sécurité des professionnels du secteur et bien sûr des pratiquants. Alors les aménagements demandés, sans rentrer dans les détails, mais pour donner les grandes lignes, porteront notamment sur le respect d'une distanciation physique minimale entre les pratiquants, adaptée en fonction de l'activité pratiquée, les lieux communs tels que les sanitaires et les vestiaires qui seront aménagés pour favoriser la distanciation physique et seront désinfectés régulièrement, les cours collectifs qui devront être organisés dans des espaces aérés ou dans des espaces clos avec évacuation d'air en extérieur suffisante. Enfin, les accessoires et appareils sportifs ne pourront être utilisés simultanément par plusieurs pratiquants et seront désinfectés après chaque utilisation. C'est contraignant, mais c'est nécessaire pour pouvoir reprendre cette activité. Bien sûr, pas dans les conditions habituelles, mais ça va permettre ce redémarrage d'activité. Ensuite, les compétitions sportives seront à nouveau autorisées, mais elles devront être organisées à huis clos. C'est-à-dire qu'elles seront limitées aux compétitions qui se déroulent dans un équipement sportif où l'épreuve ne sera pas accessible au public. Les services de l'État seront particulièrement vigilants sur ce point. À l'heure actuelle, nous devons toujours éviter les rassemblements aux abords des stades ou sur les plages. En deuxième lieu, les salles de spectacle et de conférences pourront à nouveau accueillir du public, mais en respectant une jauge maximale de 50% de leur capacité d'accueil habituelle et dans la limite de 400 personnes. Et il s'agit d'un accueil assis, bien évidemment. Un protocole spécifique destiné à la réouverture des équipements culturels a été préparé par le pays en lien avec les services du Haut-Commissariat. Donc les spectateurs devront tous être assis, masqués, et les espaces de restauration seront interdits pour éviter les contaminations. Nous comptons à cet égard sur les organisateurs pour être irréprochables et mettre en place une organisation qui respecte les gestes barrières. Je pense notamment à la vigilance sur les files d'attente. Il ne faudrait pas que ces files d'attente se transforment en files de contamination. Les musées pourront également accueillir des visiteurs dans la limite stricte de 4 mètres carrés par visiteur. Le masque y sera bien entendu obligatoire. En revanche, pour être bien clair, les salles des fêtes, salles polyvalentes, tentes et chapiteaux ne pourront pas accueillir de public jusqu'à nouvel ordre. En troisième et dernier lieu, et c'est une mesure qui s'adresse essentiellement aux restaurateurs. Le couvre-feu, les jeudis et le vendredi, débutera à 22 h au lieu de 21 h pour leur permettre d'assurer un service supplémentaire dans des jours de la semaine où il y a potentiellement un peu plus de clientèle. Voilà donc, en conclusion, ce que nous souhaitions vous annoncer aujourd'hui. Et il faut donc que nous continuions nos efforts. On le voit par rapport à la situation extérieure, mais aussi avec des perspectives d'allègement compte tenu de notre situation intérieure ici, sur le territoire, sur le Fénois. Et si la situation s'améliore, on peut envisager, et ça sera normal, à nouveau des évolutions favorables et d'autres allègements. Mais il faut que ça soit progressif. Parce que surtout, il ne faut pas penser, et ça, il faut le dire, je dirais, fortement, ce n'est pas parce que la situation s'améliore, que parce qu'on se protège nos frontières, que tout d'un coup, on peut penser que tout est possible. Et pour le dire très nettement, on a pu avoir ce sentiment l'année dernière, en juillet, on va dire fin juillet, début août. On avait passé une période difficile aussi de confinement et où le territoire avait de bons résultats et où beaucoup de personnes ont pensé qu'il était possible de revenir aux pratiques, je dirais, habituelles.
Et ça, il faut à tout prix l'éviter. Parce qu'il y a un risque. Donc c'est pour cette raison qu'on s'est fixé à nouveau cette période d'1 mois pour les mesures, je dirais, contraignantes que je viens d'évoquer, même si elles sont allégées. Même si on va étudier pendant ce temps, comme on l'a fait précédemment au cours de ces dernières semaines, les voies d'un nouvel allègement. On ne va pas attendre que le mois se soit écoulé. Mais il faut toujours donc rester très très prudent. Nous ne pouvons pas nous permettre de baisser la garde. J'utilise souvent cette expression, mais c'est ça. Il ne faut pas qu'on baisse notre vigilance, qu'on baisse notre défense, qu'on baisse notre protection. Et il ne faut pas nous laisser aller parce que ça pourrait compromettre encore les perspectives que nous avons devant nous. Parce qu'avec le président, nous restons optimistes. On a su bâtir en juillet-août dernier un dispositif qui a permis de maintenir, tout en se protégeant, une vie économique et sociale sur le territoire. Et je pense que nous sommes en capacité de le refaire grâce à la stratégie qui a été adoptée ici. Donc ce sont des efforts, encore, mais c'est un appel aussi à la responsabilité de tous pour préserver tout simplement nos bons résultats.